Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo de rattrapage sur tous les films que j'ai vus dans les salles de cinéma du mois de novembre 2021 jusqu'à mars 2022. Alors ce ne sont pas 3, ni 5, ni 8, mais 10 films plus une surprise que je vais vous présenter. Alors comme cela faisait un peu beaucoup, cette vidéo sera en deux parties. C'est génial, non? Alors moi il m'épate. Allez, on en parle juste après le générique. La levée des restrictions, ça fait un bien fou, non? J'ai même fait une petite vidéo humoristique sur le sujet. Mais bon, ça n'a pas changé grand chose pour ma chaîne YouTube, puisque de toute façon, je vais devoir continuer de porter un masque, alors... Avant de commencer, je prends quelques secondes pour vous parler de mon site www.cinemaster.ch. Le site vient de fêter ses 3 ans et il compte 143 chroniques. Alors depuis la vidéo sur les flops, le site a accueilli 4 nouveaux films, à savoir The Dead Don't Die, Mon curé chez les nudistes, Watchmen les gardiens, et enfin Impitoyable. Si vous désirez les lire, c'est à l'adresse qui est marquée à l'écran et les liens sont dans la description. PG Man. Oui, 10 films plus une surprise, ça fait beaucoup. Mais en même temps, il y a des absents. Outre les films que j'avais cités dans mes précédentes vidéos sur les tops et les flops, je ne vais pas non plus parler de Cry Macho, Spider-Man No Way Home, Matrix Resurrections, Scream, Nightmare Alley ou Uncharted. Je ne les ai pas vus par manque de temps, d'envie ou d'argent. Oui, une place de cinéma ça coûte cher et la chaîne n'est pas monétisée. Bref, sur ce, voici la vidéo de rattrapage sur les 10 films plus la surprise que j'ai vus entre les mois de novembre 2021 et mars 2022. Alors ils sont classés par ordre chronologique de visionnage, et ça reste comme d'habitude subjectif, c'est-à-dire que cela ne concerne que mon avis. Allez, c'est parti! Maintenant ça va chier. On commence par Last Night in Soho d'Edgar Wright, un réalisateur que j'apprécie tout particulièrement, et notamment Shaun of the Dead et Scott Pilgrim. Passionnée de mode, de design et de la musique des années 60, Héloïse part étudier à Londres. Chaque nuit, elle bascule dans le Londres des années 60 et finit dans la peau d'une chanteuse nommée Sandy. Si au début cela peut sembler idyllique, Héloïse découvre rapidement que la vie de Sandy est loin d'être si simple et qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il y avait une fille. Sandy. La nuit dernière, j'ai vu quelque chose dans mes rêves. Vu au début du mois de novembre, j'ai failli mettre ce film dans mon top 5 2021. J'ai beaucoup aimé Last Night in Soho, c'est un thriller plus fantastique qu'horrifique et il est très beau visuellement. La transition entre les deux époques sont très bien montées et le scénario il est assez habile avec plusieurs fausses pistes. Il y a 2 retournements de situation dont un que je n'avais pas vu venir, même si l'autre semblait assez évident. Le casting est brillant, les actrices Thomasine McKenzie ou Anya Taylor-Joy, qui ont été notamment vues dans Jojo Rabbit ou Le Jeu de la Dame, sont très convaincantes et magnifiques. Le film propose un magnétisme certain et aborde avec subtilité certains points, comme par exemple la nostalgie qui peut déformer la réalité. Il y a également la masculinité toxique, ou encore l'abus des femmes. Et puis bon, là au moins on ne fait pas de tous les hommes des monstres comme c'est un peu trop le cas actuellement. Un très bon film qui aurait mérité d'avoir plus de succès, car très bien réalisé, avec une bonne histoire et une atmosphère singulière. Si vous cherchez un film d'horreur psychologique mêlant thriller, fantastique et horreur, qui aborde certains points sensibles et le tout sur une musique des années 60, alors Last Night in Soho est vivement conseillé. Il est trop tard pour moi.
Ce film était vital pour la MGM. Le studio s'était endetté pour le produire et à cause de la pandémie, il a dû être repoussé 4 fois. Hormis le raz-de-marée Spider-Man No Way Home et 2 films chinois qui n'ont pas dépassé leurs frontières, c'est le 4e plus gros succès de 2021 avec 774 millions de dollars de recettes. Bref, tout va bien pour la MGM, mais que vaut cette 25e aventure de James Bond? Depuis que Timothy Dalton a endossé le rôle de James Bond, il y a toujours eu une sorte de 50-50, à savoir un bon film de James Bond suivi d'un mauvais ou inversement. La preuve avec Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Pour les Daniel Craig, c'est pareil. On a eu les très bons voire excellents Casino Royale et Skyfall, le très mauvais Quantum of Solace et le décevant 007 Spectre. Quant à Mourir peut attendre, donc qui clôt l'arc avec Daniel Craig dans la peau du célèbre agent secret, j'ai été déçu. Alors oui, le film est bien réalisé avec quelques scènes qui méritent le coup d'œil, comme le gunfight à Cuba. Mais 2h47, c'est trop long pour ce que le film raconte. Il y a des scènes qui n'apportent rien, et le film aurait sûrement gagné à faire 30 à 45 minutes de moins. Beaucoup de personnes ont comparé Mourir peut attendre à l'épisode 8 de Star Wars, Les Derniers Jedi. Et c'est totalement ça, car à force de vouloir tout chambouler, on détruit l'héritage de James Bond. Que Bond ne soit plus un macho qui tombe les femmes comme des mouches, ça ne me dérange pas, l'époque a évolué. Qu'on se retrouve avec un Bond usé aussi. Mais pourquoi jeter tout le reste? Je n'ai pas eu l'impression de regarder un James Bond, mais un film d'action lambda. Quant à l'émotion que le film tente de susciter, ça n'a pas pris, et en plus ça se fait au détriment des scènes d'action, qui sont peu nombreuses. Il reste la présence de la superbe Ana de Armas qui détrône sans problème la nouvelle 007 et qui est probablement celle qui s'en sort le mieux, mêlant charme, humour et qui en plus est badass. On est loin de la pitoyable prestation de Gal Gadot dans Red Notice. Ana de Armas est sans conteste à suivre, car outre sa plastique avantageuse, c'est une excellente actrice capable de se fondre dans n'importe quel rôle. Quant à Mourir peut attendre, le film est vraiment bof, pour ne pas dire décevant. Et franchement, j'espérais mieux pour clore l'arc avec Daniel Craig. Bond, où êtes-vous encore ? Si la Tour Eiffel est un des monuments les plus célèbres au monde, qui l'a créé? En 1880, venant de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français lui demande de concevoir une œuvre spectaculaire pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Dans un premier temps, Gustave Eiffel refuse, préférant travailler sur le métro de Paris. Mais en recroisant Adrienne Bourgès, son amour de jeunesse, il va changer d'avis. Bonsoir. Ce biopic, centré sur Gustave Eiffel et sa célèbre tour, est sacrément romancé. Oui, Adrienne Bourgès a réellement existé, et oui, c'était son amour de jeunesse, mais ils ne se sont jamais revus. Le fait qu'elle soit mariée à un de ses amis, qu'une relation interdite entre eux renaisse et que cela l'inspire, c'est du flan. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Il n'était pas nécessaire selon moi de faire un biopic à la Titanic et qu'environ 70% du film soit centré sur la relation entre Gustave et Adrienne, avec la construction de la tour en arrière-plan. Car même si l'histoire d'amour entre eux est correcte, on ne doit pas voir un film qui s'appelle Eiffel pour une histoire d'amour fictive. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit ?
Car le film est bien réalisé, on sent qu'il y avait un gros budget et la reconstitution de Paris de l'époque est réussie. La photographie est soignée, les effets spéciaux sont très bons avec des plans spectaculaires, avec une bonne mise en scène, même si je trouve que les scènes tournées à l'intérieur sont un peu trop sombres à mon goût. Quant à Romain Duris et Emma Mackey, ils sont tous les deux très bons. Bref, si le film est une réussite au niveau de la réalisation, avec des acteurs convaincants, le fait que la construction de la tour et certaines péripéties dans sa réalisation soient juste survolées au profit de mettre en avant une histoire d'amour fictive, ça dessert le film. Eiffel n'est pas un mauvais film, mais si la romance avait été fortement atténuée, le film aurait certainement été meilleur. Cette tour, les gars, c'est celle de la France. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Adrien! Après Avengers Endgame, j'ai fait une overdose de films Marvel. Oui, c'est joli, mais la majorité des films sont fades et sans âme, tous faits dans le même moule avec la petite blague par-ci par-là. Pour Les Éternels, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, tiens, ça me rappelle un peu Dune, ça a l'air différent. Et bon, je me suis laissé tenter. Les Éternels, une race d'extraterrestres, sont venus sur Terre pour protéger les humains des déviants en les exterminant. Ils vivent cachés au milieu des humains depuis des millénaires, sans intervenir dans leurs conflits. De nos jours, les déviants sont de retour et les Éternels doivent se reformer et ils ont une semaine pour sauver la Terre. Alors effectivement, le film il diffère d'un Marvel classique. Et j'ai bien aimé, l'ayant classé dans mon top 10 de l'année passée. Après, pour quelqu'un qui adore les films Marvel, je peux comprendre qu'il soit déçu de ne pas retrouver la recette habituelle, vue et revue depuis 10 ans. Je parie que cette planque est indestructible. C'est quoi cette table? Du vibranium? Non! Collection d'automne. Ikea. Mais pour moi, qui avait en quelque sorte décidé de boycotter la phase 4 des films Marvel, cela fait du bien d'avoir une soupe avec un goût différent. Le film est soigné au niveau visuel avec de très beaux plans, mais son traitement un peu plus profond, son rythme lent et ses longs dialogues ne vont pas plaire à tout le monde. Pour résumer, si vous avez aimé Dune de Denis Villeneuve, vous devriez aimer Les Éternels. Si vous recherchez un Marvel classique, là par contre vous serez déçu. Merci pour ce repas. Oh, y a pas de quoi. Maintenant que Captain America et Iron Man sont plus là, qui va diriger les Avengers? Moi, je pourrais. Ridley Scott a passé 80 ans, mais reste très productif avec 2 films sortis l'année passée. Il y a tout d'abord l'excellent Le Dernier Duel, qui fait partie de mes films préférés de 2021. Alors le film était prêt depuis un bon moment, mais avait été retardé pour diverses raisons, ce qui fait que House of Gucci ne sort que quelques mois après Le Dernier Duel. Ce film retrace la rencontre entre Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci au milieu des années 70. Poussé par sa femme, on suit l'ascension de Maurizio au sein de l'entreprise familiale du même nom, sur fond de rivalité, de guerre du pouvoir au sein du clan Gucci, et qui va se terminer tragiquement par l'assassinat de Maurizio par Patrizia, donc sa femme. Gucci, son univers impitoyable, le luxe, les trahisons, la déchéance, le meurtre, tout cela, Ridley Scott le traite admirablement dans le film. Il est plus que temps de faire du ménage. Aldo et Paolo sont des fléaux. Ils portent atteinte à l'image de l'entreprise. Et tout le monde le sait. Il faut qu'ils s'en aillent. Et que tu réorganises sérieusement tout ce bordel. Patrizia. C'est ma famille? Comme toujours, la réalisation de Ridley Scott est au top et il sait rendre l'histoire fascinante. Il y a même un petit côté film mafieux autour de cette saga familiale qui vit dans l'opulence et la vanité avant qu'il y ait un tragique fait divers commis par une veuve noire qui refuse de tout perdre. Franchement, dans le film, il y aurait une réplique genre « Je vais lui faire une proposition qui pourra pas refuser », ça ferait pas tâche. Le casting est juste parfait. Adam Driver, Al Pacino et Jeremy Irons sont excellents. Jared Leto est méconnaissable avec son maquillage, même s'il en fait un peu trop dans l'exubérance. Et la vraie surprise, c'est Lady Gaga,
qui après sa superbe prestation dans A Star is Born démontre tous ses talents d'actrice et j'espère bientôt la revoir à l'affiche. Bref, avec House of Gucci, Ridley Scott signe 2 bons films en 2021. Alors certes, House of Gucci n'est pas aussi bon que Le Dernier Duel, mais je l'avais quand même classé dans mon top 10. Et surtout, le film réussit l'exploit d'être captivant alors qu'il se déroule dans l'univers de la mode. Je ne me considère pas comme quelqu'un de particulièrement moral, mais je suis juste. Voilà, on va s'arrêter là pour la première partie. La seconde partie sera en cours de montage quand cette vidéo sera mise en ligne. Sur ce, on se retrouve d'ici quelques jours et d'ici là, portez-vous bien et ne cessez pas de rêver. Ciao!